qui m'a marqué dans ce reportage, c'est l'ampleur de ces violences, leur caractère systématique et surtout le silence qui entoure les viols du Tigré. Quand je vois à quel point c'est compliqué pour nous d'entendre ces récits et ce que ça nous fait ressentir, j'ai énormément d'admiration pour les 2 femmes qu'on a suivies qui ont été capables d'en entendre, elles, des milliers pour pouvoir venir en aide aux victimes. Personne n'a vraiment une idée précise en fait de l'ampleur de ces violences-là. On n'a que des estimations et donc comme on le dit dans le reportage, en fait les estimations elles sont basées sur une étude qui a été réalisée par l'hôpital Haïder de Mekele, la capitale du Tigré, et qui en fait par des projections estime que 8 mois après le début de la guerre, 120 000 femmes auraient été violées. Mais donc c'est 8 mois après le début de la guerre. La guerre a duré 2 ans. Il y a encore des zones qui sont occupées au Tigré, au nord et à l'ouest, dans lesquelles on sait que des femmes sont toujours sous la coupe voilà, d'hommes, soit dans des camps, soit parce que ce sont des zones où justement il n'y a aucune surveillance des autorités tigréennes et même de l'État éthiopien. Et donc il y a des femmes qui arrivent encore tous les jours, notamment dans les consultations à l'hôpital de Mouloumesfine, dans d'autres hôpitaux un peu plus au nord du pays. Donc en fait, on estime que ces violences vont être encore plus massives que ce qui a été estimé 8 mois après le début du conflit, mais pour l'instant, s'il n'y a pas d'enquête indépendante, on ne pourra pas savoir combien de victimes exactement il y a eu. Avec Marianne, au début, on s'est beaucoup posé la question des conditions dans lesquelles partir, parce que quelques mois avant qu'on décide de faire ce reportage au Tigré, un journaliste français avait été arrêté et incarcéré en Éthiopie pendant une semaine, alors même qu'il était en règle et qu'il avait un visa pour travailler. Donc nous, on s'est posé la question de partir avec ou sans visa journaliste. On a décidé de partir sans. Et donc, ça a impliqué des conditions de tournage un petit peu particulières, c'est-à-dire partir avec du matériel très léger, une petite caméra. On est parti sans micro et surtout de réussir à repartir avec les rushs sans voilà, se les faire prendre en fait à la douane. Donc, on a pris des disques durs cryptés notamment. Donc, c'est ça les conditions un petit peu particulières quand on était là-bas. On n'avait pas vraiment l'autorisation. Ce qu'on avait par ailleurs, c'est l'autorisation par contre des autorités tigréennes qui, elles, étaient bien sûr heureuses de notre démarche. Donc finalement, le moment un petit peu de risque, c'était plutôt le passage à travers Addis Abeba, donc à l'aéroport. Et c'est là où il fallait vraiment avoir l'air de touriste et se comporter comme tel. C'est un tabou énorme qui les entoure et en fait, elles ne pourront pas reconstruire leur vie puisqu'elles vont être stigmatisées à vie si on sait qu'elles ont été violées. Donc il y avait effectivement, on savait qu'il y aurait beaucoup de témoignages à visage caché, anonymes, mais on avait vraiment cette volonté qu'il y ait quelques femmes qui puissent le faire à visage découvert et donc ça a été une des principales difficultés du reportage. En fait, la seule vraie difficulté, c'était ça. Et finalement, il y en a 2 qui ont accepté de le faire. Une qui n'a pas été diffusée dans le reportage et une qui l'a été. Celles qui ont accepté sont celles qui ont estimé qu'elles n'avaient plus rien à perdre. Dans le cas de Rewa, qu'on voit du coup à visage découvert, elle a été en fait presque intégralement brûlée et du coup elle n'a pas cet espoir de dissimuler ce qui lui est arrivé. On s'est quand même posé la question de comment raconter en fait ce sujet-là et est-ce qu'il fallait le raconter seulement à travers des témoignages de femmes justement qui ont subi des violences sexuelles. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait plutôt envie de le raconter à travers le regard de femmes qui aident des femmes qui ont subi des violences sexuelles pour pouvoir aussi les suivre dans leur quotidien, pour faire un reportage qui soit, on va dire, plus accessible, qui soit plus proche des gens aussi, pour qu'on puisse s'identifier aussi aux femmes qu'on voit dans le reportage. Moi, je tournais principalement, donc j'avais une caméra entre les mains. Donc en fait, ça impose sur le moment d'être dans l'action tout le temps et d'être extrêmement concentré. Donc j'ai été un petit peu protégée par cette caméra le temps du reportage. Et en fait, derrière, au retour, quand on a monté ce reportage, qu'on a du coup monté toutes les 2, il faut revisionner toutes ces scènes, il faut réentendre, il faut choisir. Et en fait, il y a eu un moment qui pour moi était traumatisant, qui était le moment où on a vu cette boîte ensemble et où du coup, on s'est rendu vraiment compte frontalement de l'aspect systématique de ce qui s'était passé, du fait que ces objets insérés dans les utérus et les vagins des femmes n'étaient pas seulement des exceptions, que ça avait été vraiment fait de manière un peu industrielle. Et moi, ce moment-là m'a tellement marqué que c'est au retour que j'ai eu beaucoup de mal et que j'ai dû travailler, essayer de dépasser ça. Je ne l'ai pas encore totalement fait, mais je pense que c'est pas grave parce qu'en fait,
C'est très important de continuer à ressentir cette émotion parce que derrière, c'est ça qui nous pousse là encore aujourd'hui avec Agnès à essayer de faire en sorte qu'on continue de parler de ce sujet et à ne pas le laisser derrière nous en fait, à essayer de continuer à le porter le plus loin qu'on pourra à notre faible échelle en fait. On peut avoir l'impression depuis ici qu'on ne peut rien faire pour elles, que c'est terriblement lointain, etc. Mais c'est pas le cas. En fait, ces femmes, elles nous ressemblent énormément. Et on l'a vu, que ce soit avec une petite somme d'argent qui leur permet de retrouver une indépendance, déjà, elles sont capables de réaccéder à le début d'une autre vie. Bien sûr, elles ne se remettront pas pour autant de ce trauma facilement, mais il y a aussi des ONG qui sont spécialisées. On pense par exemple au docteur Mukwege qui est prix Nobel de la paix, lui aussi, comme Abiy Ahmed, et qui a une fondation et qui a cherché à se rendre au Tigré et qui a besoin de fonds pour ça, et qui, eux, sont spécialisés dans des chirurgies réparatrices. Donc il est possible de venir soigner ces femmes. Et pour ça, en fait, il faut qu'on soit tous au courant et que les personnes décisionnaires soient au courant. Et nous, ce qu'on ne comprend pas, en fait, c'est que ces viols aient été si peu médiatisés. On a beaucoup parlé des viols en Ukraine, on a beaucoup parlé des viols en Israël, dans d'autres conflits. Mais c'est vrai qu'au Tigré, certes, parce qu'il y a eu un blocus sur ce pays pendant les 1 an et demi, 2 ans qu'a duré la guerre. Donc on en a très peu entendu parler. Aujourd'hui, on commence à avoir des reportages et donc on espère qu'il y aura quand même une mobilisation, une médiatisation de cette problématique, autant qu'il y en a eu pour d'autres conflits. Pas similaires, mais d'autres conflits dans lesquels il y a eu des violences. Et là, c'est des violences qui sont encore plus massives que ce qu'on a vu, par exemple, en Ukraine. Donc voilà, nous, on espère un peu briser ce silence avec ce film. Parce que Emoulou et Mézeret, les 2 femmes qu'on suit, elles ont la sensation d'être vraiment seules au monde, en fait, dans ce combat. Et elles nous l'ont vraiment dit. Elles nous ont dit, mais est-ce que le monde nous a oubliés? Et en fait, nous, intérieurement, on se disait... On avait du mal à leur dire le contraire. Mais tout ça pour dire que tout le reportage qu'on a fait, c'était aussi pour réhumaniser un petit peu ce conflit, donner un visage à ces femmes-là et justement les faire nous les faire sentir aussi proches que les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles en Israël ou en Ukraine. Parce qu'elles le sont. Parce qu'elles le sont, ouais.